Madame l'ambassadrice, bonjour. Nous sommes avec Florence Robin, qui est ambassadrice de France en Bulgarie et qui est notre invitée à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne pour le premier semestre de l'année. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être venu personnellement dans nos studios. C'est un très très grand honneur pour notre agence. Figurez-vous qu'il y a une question qui s'est invitée aujourd'hui au dernier moment. Je ne peux pas ne pas commencer avec cette question, malheureusement. C'est l'histoire de cette tension entre la Russie et l'OTAN. En tant que président de l'Union européenne, la France doit prendre une position, mais aussi pour elle-même et pour l'Union européenne. Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passera ? Je dois dire que nous sommes tout à fait inquiets de la situation à l'heure actuelle et que nous la suivons évidemment de manière très attentive. Le président de la République, le ministre français des Affaires étrangères ont été très clairs sur cette problématique. Nous n'accepterons pas une violation du territoire de l'Ukraine ni une ingérence. Et nous voulons rappeler l'inviolabilité des territoires et nous avons rappelé de ce point de vue que toute incursion sur le territoire de l'Ukraine serait suivie de mesures extrêmement graves et que le coût serait extrême pour la Russie. Après avoir dit cela, je crois que la France, comme d'autres pays européens, comme l'Union européenne de manière générale, a aussi voulu rappeler que toutes les options sont encore sur la table et que nous pouvons laisser place à la diplomatie. Nous pensons qu'il est indispensable de maintenir un dialogue franc, exigeant avec la Russie, mais de continuer à discuter avec la Russie. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer puisque le 26 janvier, il y a une réunion à Paris dans ce qu'on appelle le format Normandie, avec à la fois la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, et que le président Macron, vendredi prochain, échangera directement au téléphone avec le président Poutine. Donc ces discussions-là, elles sont essentielles. Et le troisième point qui est très important, c'est que nous devons absolument préserver la cohérence et la coordination des alliés, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne et évidemment au sein de l'OTAN. Cette discussion, cette cohérence, cette coordination, elle est essentielle. Et c'est évidemment aussi, pour nous, l'occasion de rappeler notre pleine et entière solidarité avec tous les pays du bloc des Alliés. Très, très, très bon début, la solidarité pour un départ aussi difficile pour la présidence avec cette crise. Alors revenons maintenant à la présidence avec petite approche un peu économique. Les trois priorités économiques que se pose la présidence française sont la mise en place de salaires minimums dans toute l'Union européenne, la régulation des géants du numérique et la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. On sait que la Bulgarie développe maintient l'énergie nucléaire. Donc peut-être qu'elle sera exemptée d'une telle taxe. Alors comment voyez-vous la place de la Bulgarie dans ces trois priorités, le salaire minimum ? Alors est-ce que je peux tout d'abord rappeler que notre priorité sur le plan économique, il est évidemment travailler sur la question climatique. Je veux dire que cette question de la transition climatique et de la transition énergétique en particulier, elle est absolument première, mais que nous voulons aussi défendre notre modèle social. Donc comment maintenir la compétitivité de l'Europe. Donc la question, elle est là. Comment faire en sorte de traiter ces questions essentielles pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de notre jeunesse, que sont les questions climatiques, tout en préservant notre modèle social, la qualité de vie et en particulier des salaires décents pour tous les travailleurs de l'Europe,
et en préservant également la compétitivité de notre économie. Donc voilà pourquoi les 3 éléments que vous avez précisés sont absolument essentiels et qu'ils concernent, je crois, positivement tous les pays de l'Union européenne. Alors, revenons sur les éléments que vous avez bien voulu préciser. Vous avez par exemple parlé du salaire minimum. La question du salaire minimum, elle est finalement une question essentielle parce que ce que nous voulons faire, ce n'est pas du tout fixer le niveau du salaire minimum par pays. C'est simplement mettre en place un cadre qui permette les négociations dans chaque pays, au niveau des entreprises, avec les syndicats. Toutes les formes de discussion sont les bonnes, mais pour que le principe d'un salaire minimum décent soit acté pour tous les pays de l'Union européenne. Et je pense que c'est une bonne chose et que pour la Bulgarie en particulier et pour les salariés de la Bulgarie, cet élément est un point très important parce que je pense que ça permet d'assurer la qualité de vie normale et un salaire décent pour tous les travailleurs. Donc ça, c'est aussi quand même un cadre uniforme dans toute l'Europe. Voilà, alors uniforme, mais pas identique partout. Identique. Sur le principe, sur le cadre. Je crois que ça, c'est important à comprendre. Et ensuite, nous laissons évidemment libre cours à la négociation et à la manière dont chaque pays veut s'organiser chez lui. C'est parfaitement normal. Vous posiez ensuite la question... La régulation des géants numériques. Alors, c'est évidemment aussi un point très important parce que nous pensons, et il n'y a qu'à regarder les développements de l'économie mondiale pour voir que ce sujet est essentiel, nous pensons qu'il est important que l'Europe devienne une puissance numérique mondiale. Et nous en avons des atouts, et en particulier ici en Bulgarie. Donc je pense que ce sujet est très important pour la Bulgarie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous considérons que le numérique, ça ne doit pas être le monde de la jungle, où tout est permis. Et nous souhaitons mettre en place une régulation, en particulier des marchés, pour que par rapport aux grandes plateformes internationales, et on voit à qui nous faisons évidemment allusion, je pense à tout ce qui est Google, Amazon, Facebook, etc., eh bien, ces grandes puissances du numérique, ces grandes firmes internationales, ne préemptent pas l'intégralité du marché, mais que le marché soit ouvert de manière honnête, dans une concurrence honnête, à l'ensemble des acteurs qui veulent travailler. Donc cette question de la régulation de l'accès au marché du numérique. Et le deuxième point tout aussi important pour les citoyens européens, c'est la régulation des contenus. Nous voyons à l'heure actuelle se développer de manière de plus en plus importante des discours de haine, des fake news, vraiment des contenus qui peuvent être même dangereux sur l'Internet, sur les services numériques. Et nous pensons qu'il est nécessaire que l'Europe prenne des mesures pour être capable de réguler les contenus dangereux numériques. Donc c'est cela sur lequel nous devons travailler. Et puis, n'oublions pas aussi l'élément essentiel qui est la volonté de l'Europe d'investir dans le numérique pour que de nouveaux acteurs, des start-up, des jeunes brillants qui ont des idées, qui sont innovants, puissent vraiment trouver un moyen de se révéler, d'accéder à un marché libre dans le domaine du numérique. Et je crois que c'est un point important pour que l'Europe retrouve une certaine souveraineté sur ce champ-là aussi. Et la taxe carbone alors? Alors, la taxe carbone, je crois qu'il est très important de préciser ce que ça veut dire. Et je pense que c'est une bonne chose pour tous les pays de l'Union européenne, y compris la Bulgarie. Et je vais expliquer pourquoi. Nous sommes résolus de faire appliquer et de faire voter ce que l'on appelle le paquet Fit for 55. Je reprends ce terme anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous souhaitons finalement diminuer de manière importante les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 et pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Je tiens quand même à préciser que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. L'Europe est le premier continent à s'être fixé des objectifs aussi ambitieux, neutralité carbone pour 2050. Et pour cela, nous avons mis en place toute une politique extrêmement importante au sein de nos pays.
pour réguler ses émissions de carbone, pour favoriser, et on en parlera certainement, les énergies moins polluantes, les énergies dites vertes, pour investir dans la transition énergétique sur les questions de chauffage urbain, mais aussi industrie, etc., etc. Mais évidemment, nous ne sommes pas seuls au monde. Et la question, c'est comment fait-on pour empêcher que ces bonnes intentions ne se retournent contre nous en jouant contre la compétitivité de nos propres entreprises? Comment fait-on pour empêcher, par exemple, la délocalisation des industries les plus polluantes qui vont être extrêmement réglementées en Europe, mais qui trouveront peut-être beaucoup plus facile de finalement délocaliser les entreprises et d'aller polluer dans le reste du monde où c'est moins réglementé? C'est ça la taxe carbone. La taxe carbone, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous allons soumettre les produits importés en Europe aux mêmes réglementations que ce que nous imposons à nos propres entreprises, pour assurer la compétitivité de nos entreprises et pour empêcher que ces industries polluantes se disent que finalement c'est plus simple d'aller travailler à l'étranger dans les pays tiers que chez nous. Donc cette taxe carbone, elle permet au contraire d'assurer la compétitivité des entreprises européennes. Très bonne explication. Revenons maintenant sur un sujet d'actualité. La Bulgarie et la République de la Macédoine du Nord sont en train d'échanger des premiers ministres, des Sherpas qui vont d'un côté et de l'autre de la frontière. Est-ce qu'on verra un jour les deux premiers ministres comme Mitterrand et Helmut Kohl dans la main un jour? Je sais qu'une des priorité de la présidence française est une conférence sur les Balkans, justement, sur la future adhésion des pays des Balkans. Alors, c'est tout le souhait que l'on peut avoir de voir cette réconciliation, évidemment, de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord. Et même, je dirais plus largement, je crois qu'il y a un énorme travail encore à faire, on le voit bien, de réconciliation dans les Balkans de manière globale. Et nous qui avons effectivement en France connu, je peux dire que des siècles de guerre, en particulier avec nos voisins allemands, nous en comprenons et la difficulté et le courage qu'il faut avoir pour surmonter ces différends. Et ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, je considère que nous sommes sur une très bonne voie et nous voyons d'un très bon œil ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle entre la Bulgarie et la Macédoine, la République de Macédoine du Nord. Je crois qu'on est sur le bon chemin. Il y a beaucoup de bonne volonté et c'est évidemment avec de la bonne volonté que l'on arrivera à surmonter ces différends qui sont très importants. Pour en revenir à la question que vous posiez sur la conférence que nous allons organiser au mois de juin, alors je voudrais tout de suite dire qu'elle n'est pas centrée sur l'élargissement de l'Union européenne et l'adhésion des Balkans occidentaux. Elle sera plutôt centrée sur le fait de aider les Balkans occidentaux à se sentir membres du continent Europe. Parce que qu'on le veuille ou non, il suffit de regarder une carte, il suffit de regarder l'histoire, les Balkans occidentaux sont au cœur de l'Europe. Et en particulier, leur perspective d'adhésion à l'Union européenne, elle est évidente et elle est inéluctable. Ce que nous devons faire, c'est travailler dans les meilleures conditions pour y arriver. Donc cette conférence, elle sera surtout destinée à promouvoir les rapprochements entre les Balkans occidentaux et le reste de l'Europe et l'intégration économique. Comment est-ce qu'on peut mieux aider les Balkans occidentaux à se sentir faire partie de l'Europe en investissant mieux sur les infrastructures, en aidant la mobilité des jeunes, etc., etc. Et voilà, donc je souhaite vraiment que, évidemment, ça soit l'occasion d'avancer encore plus dans le règlement des différends entre la République de Bulgarie et la République de Macédoine du Nord. Nous ne souhaitons pas nous immiscer dans des affaires bilatérales qui ne nous concernent pas, mais nous appuierons de toutes nos forces tout ce qui permettra d'aller dans le bon sens. Et je crois qu'on est bien parti pour rapprocher les points de vue et pour rappeler que
nous souhaitons vraiment, vivement, que tout soit mis en œuvre pour que nous puissions tendre la main aux Balkans occidentaux, parce que c'est la sécurité de l'Europe qui en dépend. Oh, exactement. Élaborer un projet fédérateur. Tout à fait, et qui est intégrateur, parce que nous avons besoin que ces pays restent arrimés à l'avenir européen et à l'idéal européen. Parce que sinon, il y a la Turquie, il y a la Chine, Il y a bien il y a la Russie. Il y a bien d'autres pays qui sont très intéressés par ces pays, et on peut le comprendre, mais ils sont, et je le répète, au cœur du projet européen. Je parlais de projet fédérateur, un autre projet Schengen, qui est au cœur de l'esprit même de l'Union européenne, de la raison d'être. La Bulgarie, en ce moment, membre passif du système, il a un accès passif au système Schengen. Est-ce qu'une décision politique pourrait intervenir ces 6 mois pour l'adhésion complète de la Bulgarie? Alors, la question de l'espace Schengen est une question complexe qui dépasse de loin la problématique de l'adhésion de la Bulgarie, je dois le dire, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Nous avons bien vu, et en particulier au cours de la crise sanitaire qui est actuellement encore en cours, que l'espace Schengen a été malmené, qu'il est mis en difficulté, aussi par la crise migratoire. Donc tous ces éléments-là nous ont montré et nous ont convaincus du fait que le pilotage à l'heure actuelle de l'espace Schengen n'est pas optimum. Et donc la position de la France est assez claire. Nous considérons d'ailleurs, comme la Commission européenne l'a très bien dit, que la Bulgarie remplit toutes les conditions techniques d'adhésion à l'espace Schengen. Et de fait, comme vous l'avez dit, la Bulgarie est un élément absolument essentiel de protection des frontières de l'Union européenne. Elle assure de fait la protection d'une partie importante de ses frontières extérieures. Et nous travaillons d'ailleurs très bien avec la Bulgarie. Frontex est présent en Bulgarie, les échanges sont nombreux, les communications sont faciles et je crois extrêmement fluides de ce point de vue. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous considérons qu'à l'heure actuelle, nous devons réviser le mode de fonctionnement de l'espace Schengen. Le président français de la République, le président Macron, l'a dit et redit plusieurs fois, et ça sera un des objectifs essentiels de notre présidence. Nous considérons qu'il faut un pilotage politique de l'espace Schengen. À l'heure actuelle, tout cela est laissé beaucoup trop entre les mains, je veux dire, de personnes de très bonne volonté, mais uniquement sur le plan technique, alors qu'il y a des décisions politiques très importantes à faire. Quand on décide d'ouvrir ou de fermer les frontières, de porter des restrictions à la libre circulation des gens, c'est une décision politique, ce n'est pas une décision technique. Ce que nous souhaitons, c'est un pilotage qui ressemble à celui de la zone euro, lorsque les ministres des Finances se réunissent pour définir les nouvelles conditions de travail dans la zone euro. Et bien de la même façon, nous souhaitons que les ministres en charge de ces questions puissent se réunir pour prendre des décisions politiques sur l'espace Schengen. Dans ces conditions-là, et dans ces conditions seulement, il nous semblera raisonnable de travailler à l'élargissement et à l'ouverture de l'espace Schengen aux pays qui ont montré, comme je le dis, qu'ils ont toutes les compétences pour pouvoir y participer. Mais peut-être l'euro va venir avant Schengen. Peut-être la Bulgarie va rentrer dans l'euro avant Schengen. Je crois que le chemin pour l'accession de la Bulgarie à la zone euro se déroule, est extrêmement prometteur et tout se déroule le mieux possible. Je crois que la Bulgarie est entrée dans ce qu'on appelle l'antichambre de la zone euro, le mécanisme de change européen MCE2 en juillet 2020. C'est une très bonne nouvelle. À partir de là, il a été rappelé que l'horizon d'adhésion de la Bulgarie à la zone euro, il est pour 2024. Donc d'ici là, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais clairement, le chemin est tracé. Alors, il y a encore un certain nombre de conditions à réaliser. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra que nous y travaillions. En ce moment-là. Alors, c'est moins des conditions budgétaires et financières qui sont plutôt très bien respectées
par la Bulgarie. La Bulgarie est plutôt un bon élève de ce point de vue-là. Vous parlez inflation, mais honnêtement, actuellement, l'inflation galope un petit peu partout dans l'ensemble de la zone euro et dans le monde entier. Nous sommes dans une crise économique qui est quand même réelle. Ce qui est, je crois, le plus important pour le pilotage de l'accession à la zone euro, ce sont plutôt les réformes structurelles et en particulier les réformes juridiques et judiciaires qui ont été demandées à la Bulgarie. C'est là-dessus qu'on attendra des progrès extrêmement importants sur par exemple, le fait que la Bulgarie prenne des législations qui permettent de poursuivre les faillites frauduleuses, par exemple. Ce sont des points extrêmement importants qui permettent aussi une gouvernance plus transparente des entreprises publiques. Voilà, un certain nombre d'éléments comme ça qui sont des préalables indispensables à l'accession à la zone euro. Mais j'ai tout à fait confiance pour que la Bulgarie, qui a montré tous les signes de bonne volonté, s'engage fermement et pleinement dans ces réformes qui la conduiront, j'en suis sûre, en 2024 à la zone euro. La Bulgarie est sur la bonne voie, je retiens ce que vous venez de dire. Et je vais vers la conclusion de cet entretien. Je ne peux pas ne pas évoquer la question des vaccinations. Par la voix de la France, par la voix de l'Europe, en votre personne, que direz-vous au peuple bulgare? Une chose extrêmement simple. Il n'y a pas d'autre sortie de la crise sanitaire que la vaccination. C'est ce qui nous permettra de retrouver une vie normale, dans lequel nous aurons accès, je crois, à tous les espaces auxquels nous avons envie, les espaces culturels, le fait de pouvoir se rencontrer, le fait de pouvoir se déplacer, ce qui nous permettra aussi de sortir la tête de la crise économique, et nous en avons besoin. Nous aurons évidemment des aides très importantes de l'Union européenne et je pense que la Bulgarie, dès qu'elle pourra présenter son plan de relance et de résilience, pourra en bénéficier. Ça sera une très bonne chose. Mais d'abord et avant tout, il faut se préserver et préserver les gens qui sont autour de nous. Ce qui nous ouvrira de nouveau les portes du fait que nous puissions travailler sans arrière-pensée, que nous puissions nous rencontrer les uns les autres, que les bars et les restaurants soient ouverts, et plus important, que les écoles fonctionnent. Parce que ce qu'on a pensé à la situation à l'heure actuelle de la jeunesse et ce qu'on a fait subir à la jeunesse depuis 2 ans, par la force des choses, parce qu'effectivement le virus galope dans les écoles et parmi les jeunes, eh bien si nous voulons nous sortir de cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est la vaccination. Donc j'espère que les choses vont continuer à bien se développer favorablement ici en Bulgarie. Je crois que l'Europe a été remarquable durant cette épreuve et que c'est certainement d'ailleurs le signe d'un renouveau européen de constater cette solidarité dont a fait preuve l'Union européenne. La solidarité à l'intérieur de l'Europe, mais aussi solidarité envers les pays tiers. Rappelons quand même que l'Union européenne a exporté ou donné plus de 1 milliard de doses de vaccins. Je crois que ça ne s'était jamais vu. Et cette solidarité entre les pays, elle nous montre qu'ensemble, nous pouvons nous en sortir, nous pouvons nous aider les uns les autres, et que l'Europe, c'est avant tout une famille. C'est une famille avec des gens qui vont plus ou moins vite sur certains domaines, qui sont plus ou moins avancés. C'est comme ça dans les familles. Mais en tout cas, on est là, tous, les uns pour les autres, et on réussira ensemble. L'Europe est une famille solidaire. Merci pour cet entretien, Madame l'ambassadrice. Merci de m'avoir invitée.